Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, vraiment ravie, et nous allons voir maintenant la suite de tout ce que nous avons commencé comme saga. Pour vous faire un rapide résumé, tout est parti d'essayer de comprendre en fait qui était sur une vieille photographie dont on ne connaissait ni la date, ni les noms des personnages qui étaient représentés. Il y avait trois personnages principaux. Le centenaire a été célébré en 1930. Le nom, c'était Jean-Robert Dulieu. Dans le deuxième épisode, je vous ai montré combien d'actes nous avons collectés pour pouvoir trouver des informations éparpillées un petit peu dans tous les actes. Ça, c'était compliqué. C'était une affaire de plusieurs semaines de travail, voire plusieurs années. Nous avons fini par trouver tous ces indices et à compléter en fait les familles et nous apercevoir que les parents de Jean-Robert, Jean-Baptiste, étaient nos ancêtres, nos Sosa. Donc, nous avons pu compléter cette branche. Dans l'épisode 3, en fait, nous avons, au fur et à mesure que nous avions regardé les actes, nous avons découvert qu'il y avait un secret de famille. En fait, c'était le secret de Catherine Apolline, qui était un secret honteux à l'époque, hein. Imaginez-vous en 1877, elle a mis au monde un enfant qui est né hors mariage. Donc on a bien précisé sur l'acte, c'est sa mère qui est la sœur en fait de Jean-Robert, qui a déclaré que cet enfant était né hors mariage. Il y a toute une légende familiale qui a été inventée autour de cette naissance, si bien que personne finalement n'avait plus aucune information correcte. Ensuite, je vous ai parlé de son fils, Émile, qui est mon arrière-arrière-grand-père. Il est lié au contexte de l'épisode 1, dans lequel je vous ai parlé des Ardennes, de la richesse des bois, de la richesse des mines de fer et surtout de l'installation des hauts fourneaux. En relevant en fait les actes, j'ai pu découvrir qu'il y avait un lien et on voit la progression en fait de l'apogée de la richesse de cette région, le déclin progressif, donc le changement de profession des personnes, et ensuite l'émigration vers les sidérurgies qui se trouvaient en France. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 5. Donc nous avons fait le plus gros du travail. Mais il y a une chose dont j'aimerais pointer ici l'importance, c'est j'entends souvent les gens dire « Ah, mais moi je ne retrouve pas les ancêtres parce que ça s'écrit pas comme les miens, etc. etc. » Et en fait, dans tout ce que je vous ai dit sur cette vidéo, vous n'avez pas entendu la façon dont ça s'écrivait. C'était juste phonétique. Et là, je vais vous emmener dans l'ordinateur et vous allez voir qu'une même personne est née avec son nom écrit d'une certaine façon à sa naissance, et puis à son mariage et à son décès écrit encore différemment. Et s'il a eu des enfants, il peut avoir encore une autre écriture dans son nom. Je vous reprends tout de suite dans l'ordinateur. Les noms de famille et leurs complications pour les recherches généalogiques. Le nom des personnes s'écrit depuis très longtemps, qu'il s'agisse des prénoms ou des noms. Déjà au moment de l'Égypte ancienne, en fait l'Égypte antique, le Champollion avait découvert des hiéroglyphes et ça a permis de découvrir les prénoms en fait des familles de l'aristocratie égyptienne, on va dire, des grandes familles égyptiennes. Et nous connaissons tous en fait le symbole Horus qui se trouve là et qui sont sur les hiéroglyphes. En Europe, la situation est très différente. Nous nous retrouvons avec des noms de famille dont les aristocrates, en fait, cherchent à vraiment prouver leur filiation en s'assurant de celle-ci et en créant les premiers arbres généalogiques, qui n'étaient pas toujours très fiables, hein, c'était parfois des filiations inventées, tout ça pour pouvoir asseoir leurs privilèges. Ensuite, en France, en 1808, c'est Napoléon Ier qui fixe l'orthographe actuelle, qui varie encore jusqu'au premier livret de famille en 1870. Pendant longtemps, il y a eu des différences, même dans le recopiage des noms, sans que l'on y attache plus d'importance que ça. Alors, comment écrire les noms de famille ? Eh bien, la Convention thermidorienne de 1794 vient fixer les libertés qui ont été prises pendant la Révolution.
L'article 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre. Voilà qui définit donc les noms de famille. On utilise celui de la naissance. Alors, l'utilisation des capitales est un choix personnel pratique et actuel. En effet, l'ordinateur simplifie les caractères typographiques et en calligraphie, les noms écrits en capitales donneraient ce que vous voyez là, qui est illisible, c'est-à-dire Jean-Robert Dulieu. Si on écrit tous les noms en majuscules, en Caroline, c'est pas possible, on n'arrive pas à lire. Voici quelques exemples pratiques d'une situation quand on n'arrive pas à déterminer quel est le prénom du nom de famille, puisque certains noms de famille sont des prénoms. Par exemple, Bernard Martin. Qui est Bernard Martin ou Bernard Martin? Est-ce que Monsieur Martin s'appelle Bernard ou est-ce que c'est Monsieur Bernard qui s'appelle Martin? Et nous avons le même cas avec Pierre Richard, donc Monsieur Pierre ou Monsieur Richard. Ça peut avoir des conséquences dramatiques s'il entre à l'hôpital et qu'il faut se faire amputer. On n'ampute pas la même personne, on est bien d'accord. Et c'est déjà arrivé ce genre de choses. Moi, personnellement, eh bien, j'utilise les capitales pour bien déterminer. J'ai beaucoup de prénoms dans ma famille, donc j'utilise les capitales. Pour bien comprendre la problématique de l'écriture des noms, je vais vous proposer de faire cet exercice à voix haute avec moi. Alors, nous avons les et les. C'est pas du tout la même chose. Les, c'est un article défini. Le lait, c'est un aliment. Les, c'est vilain, c'est moche. Le lait, c'est un poème du Moyen-Âge. Le lait, c'est un religieux frère lait ou sœur lait. La laie, c'est une femelle du sanglier chemin forestier. Le lait ou la laise, c'est une mesure de largeur d'un tissu. Les, c'est dans le verbe il est, le verbe être. Alors ensuite, on a les localités donc qui sont proches de, comme Garges-les-Gonesse. Alors ça s'écrit L-Z, L accent grave S, ou les, simplement comme on a l'habitude de les lire. Donc tout ça, ça se prononce pas toujours de la même façon, mais si vous avez un parler un peu ancien ou un patois mêlé de français, c'est difficile de discerner les choses à l'oreille, parce que l'oreille et l'écrit, eh bien, c'est pas du tout la même chose. Et là, je vais vous montrer les deux noms de famille que j'ai cités tout au long de la saga. Le premier, c'est les robots. Et le cas des terminaisons en O, ça pourrait paraître simple, mais c'est pas simple du tout, les terminaisons en O. On a EAU, on a EAULT, EAULD, EAUX, AUX, AUD, OD ou OT qui donnent robot, et peut-être que le dernier, on va le dire robot. Ça dépend des régions. Donc, tout ça, ça peut effectivement porter à confusion, et on va voir les actes des robots de cette saga, c'est parfois pas triste. Pourtant, c'est un nom qui est pas très compliqué. Pauline Robot, qui est l'épouse de Jean-Robert Dulieu, voilà son acte de naissance à Lunéville, en Meurthe à l'époque. En 1836, on écrit AUD, et son père signe AUD. Ensuite, Pauline, sur son acte de décès, eh bien, on a transformé son nom, ça s'écrit EAUD, et donc elle est enregistrée sous le nom EAUD, et le transcripteur l'a inscrite dans les registres en ajoutant un E, donc cette erreur a été retranscrite. À l'époque, ça ne paraissait pas une erreur. Et là, c'est son acte de mariage à Pauline, avec Jean-Robert, et sa mère, qui s'appelle Catherine Bondidier, signe veuve Roubaud, avec un G au bout. Hein, pour simple. Alors, sans doute que la dame, à l'oreille, entendait Roubaud, et puis qu'elle savait pas très bien écrire, et voilà, quoi. On voit que son écriture est quand même... Elle est pas si mal, son écriture, mais voilà, c'est comme ça. Après, j'ai cherché dans le registre de Lunéville pour voir si je pouvais remonter dans la famille Roubaud. Je n'ai trouvé, malheureusement, les registres de Lunéville sont manquants, et je n'ai trouvé qu'un Roubaud qui s'écrit EAU, à la fin. Donc, comme j'ai pas de piste, je ne peux pas vous dire si c'est de la famille de Pauline ou pas. Et alors, le top du top, c'est au décès de Jean-Robert. On voit qu'il est veuf de Madame Apolline Roubaud. Donc, ça, c'est l'imprimeur qui a écrit ça. On lui a sans doute dit qu'elle s'appelait Apolline parce que c'était le prénom à la mode. Et en fait, son prénom, c'est Pauline. Et du coup, son nom a été changé, c'est EAUX carrément. Voilà. Alors ça, c'est un acte c'est un faire-part que j'ai en ma possession. Et
Après, j'ai trouvé alors une déformation aussi, c'est Robot, et c'est Amélié aussi, c'est Charles Robot, la veuve. Donc elle s'appelle Halo Joséphine, et elle est Amélié, donc il est fort possible, comme il n'y a pas d'autre robot Amélié, que ce soit de la famille de Pauline. Ça, faudrait vraiment enquêter beaucoup plus loin, mais c'est pas vraiment. Je vais pas entrer dans un trou de lapin parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, nous avons Pauline Roubaud à sa naissance, non, pardon, AUD, et à son mariage. Elle deviendra EAUD à son décès, 27 ans après son mari. On lui écrira son nom, Apolline EAUX. Donc voilà, là, sur toute sa vie et son décès, elle aura changé 3 fois de nom de famille. Donc pour les recherches, pensez toujours à ces choses qui sont proches les unes des autres, hein. Ne perdez pas ça de vue. L'autre famille dont j'ai parlé dans cette saga, ce sont les Dulieu. Alors, c'est pas compliqué comme nom, hein, on va avouer. Parfois, ça me surprend parce qu'on a des noms simples qui partent en vrille, et on a des noms un petit peu plus compliqués comme les Uriot, les Mergot, etc., qui sont peut-être plus difficiles à écrire, qui eux n'ont pas changé. Loup, qui s'écrit avec 2 P, je l'ai quasiment trouvé tout le temps avec Loup, alors avec 2 P, pardon. Donc faut pas chercher, des fois c'est trop simple. Alors les Dulieu, évidemment, ça vient du lieu, en 2 mots, et puis du lieu où on a ajouté un X, parce que c'était mieux d'écrire du lieu avec un X, et puis après ça s'est collé, c'est devenu du lieu et du lieu. Alors, il faut penser au patois, enfin pas au patois, aux langues anciennes, on n'articulait pas de la même façon à notre époque, ou en 1700 ou en 1800. Les gens pouvaient prononcer le mot du lieu, et du coup ça fait un L mouillé, et on écrit 2 L. Où t'habites, Dieu, voilà. C'est des choses auxquelles il faut penser quand vous faites vos recherches. Donc en 1769, le curé, lui, il est assez cohérent, il écrit Dulieu avec un X. Dans les précédents registres, j'avais trouvé d'autres choses, mais là, celui-là, il est resté fidèle à lui-même. En 76, par contre, il change, il écrit Dulieu avec un X, et puis il y a un autre acte où il n'a pas mis le X. Et pourtant, c'est de la même famille. En 1808, c'est le registre d'état civil, on voit que ça a changé de forme, hein. On a Dulieu avec un X, et le Jean-Baptiste qui est ici, il ne met pas de E à la fin de son Baptiste, et il écrit Dulieu. Alors si vous lisez bien, c'est D-U-2-L-E-U-I. Donc il a du mal à écrire son nom. En 1811, on a Dulieu avec un L, et en fait la signature, c'est pas la même, encore une fois. Alors du coup, c'est Jean-Paul Vallée qui écrivait pas son nom au début de son poste d'officier d'état civil, et lui il va créer un vrai micmac entre les Dulieu avec 2 L et Dulieu avec un L. Et en 1813, Jean-Baptiste Dulieu, l'aîné, il est écrit avec un L, et il signe avec 2 L. Et en 1815, Jean-Baptiste Dulieu, qui n'est pas le même, hein, il est tailleur d'habits, lui, et il signe avec un L, alors que l'officier l'a écrit avec 2 L. En 1815, l'officier écrit Jean-Hubert Dulieu avec un seul L, l'aîné. Il a oublié de dire qu'il est de Tibessart, alors je le sais parce que j'ai pu enquêter sur cette famille-là. Et Jean-Baptiste Dulieu, il écrit son nom avec un seul L. Alors c'est vrai que pour les recherches, c'est compliqué. Alors en 1817, Henri-Joseph déclare un enfant Jean-Baptiste, forcément, et il signe Dulieu avec un seul L, alors que l'officier l'a écrit avec 2 L, voilà. En 17, toujours, c'est Jean-Baptiste Dulieu, un autre, qui a 2 L. Lui, c'est le cultivateur, et il déclare Martin. Alors lui, il a du mal à écrire, hein, ça on l'a déjà vu. Il écrit Baptiste au lieu de Bat avec un P, et il n'écrit pas le TE, il sépare lieu. Donc voilà, il a appris à écrire comme ça, il le reproduit. En 1819, on a Jean-Baptiste Dulieu avec 2 L. Lui, c'est Monsosa, et il signe Jean-Baptiste Dulieu avec une jolie petite signature. Il est cultivateur, mais il semble un petit peu avoir travaillé sa signature en tout cas.
En 1820, Jean-Baptiste Delieu, avec 2 L, qui est tailleur d'habits, déclare Jean-Joseph et il signe avec un seul L. Voilà, avec Jean-Paul Vallée qui signe ici en dessous, là. Et là, c'est en 27, c'est Jean Hubert de Thibessart, donc ça, on l'a déjà rencontré, qui écrit son nom avec... L'officier l'écrit avec 2 L, pour le fils aussi, Henri-Joseph, et Jean Hubert écrit moins bien, on l'a déjà rencontré, cette signature, et on voit par contre, son L et son I sont pas très clairs, mais il y en a quand même qu'un. Donc, boum! On a des tas de Jean-Baptiste Delieu et avec 2 L et avec un seul L. Et si vous ne vous y retrouvez pas, franchement, vous êtes tout à fait excusés parce que c'était d'une complication énorme. Donc là, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté de l'ordinateur. Donc voilà, nous venons de voir en fait les patronymes et les matronymes, comment ils peuvent s'écrire. Hein. Si c'est difficile à entendre à l'oreille, chacun l'écrit à sa façon. Ça peut être local, ça peut être différent. Alors je ne suis pas spécialiste des noms de famille. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, vraiment très forts là-dedans. Et c'est intéressant en fait de s'y attarder quand on cherche dans une région. On peut avoir des noms qui s'écrivent complètement différemment. J'aimerais vous dire que vous pouvez télécharger gratuitement en fait le journal de recherche de généalogie. C'est un journal polyvalent, vous pourrez le compléter au fur et à mesure de vos recherches. J'ai encore un épisode à vous faire savoir. C'est un épisode important parce que ce que vous ne savez pas non plus, c'est que finalement, dans toute cette histoire de Catherine Apolline, vous verrez qu'il y a un nombre assez incroyable, et ça ressemble en fait aux familles recomposées dont on a l'habitude actuellement. Vous allez voir qu'en fait, c'est compliqué pour la numérotation. Donc je vais vous faire découvrir une nouvelle numérotation qui est plus appropriée pour ce genre de situation. Bye bye!